Pour continuer sur innovation, incertitude et hasard, ce que je vous propose, c'est de nous concentrer maintenant sur le lien entre innovation et incertitude. Mais bien évidemment, vous allez retrouver des éléments qui ont déjà été partagés avec vous depuis le début de ce séminaire, avec certainement un angle d'approche un peu différent. Alors pour introduire ce sujet, j'ai choisi un intitulé triplement paradoxal, Manager l'incertitude, une opportunité pour mieux innover. Alors première question, pourquoi parler plus d'incertitude aujourd'hui plutôt qu'hier, alors que nous avons toujours tous été confrontés, soit en tant qu'individu ou organisation, à une forme d'incertitude dans nos décisions. Deuxième élément, comment est-ce qu'on peut manager ou gérer l'incertitude, puisque par essence, l'incertitude relève de l'aléa et de l'imprévisible. Et enfin, comment les organisations, quel que soit leur domaine d'activité, peuvent-elles tirer parti de ce facteur qu'elles ont plutôt tendance à rejeter. Pourquoi ? Tout simplement parce que leur mission, et ce, quel que soit leur domaine d'activité, va consister à se concentrer sur la gestion, sur le prévisible, sur le réplicable, pour maintenir une performance, qu'elle soit économique, sociale et de plus en plus économique et sociale. Alors, pourquoi parler plus d'incertitude aujourd'hui ? Eh bien, comme nous l'indique ce manager sur cette image qui... contrairement à ce que nous expliquait tout à l'heure Madame Boursier, ne crie pas Eureka, mais VICA. Eh bien, tout simplement parce que nous sommes rentrés dans le monde VICA. Alors, le monde VICA, vous en avez peut-être déjà entendu parler hier. C'est quoi ? Il s'agit d'un acronyme qui a été inventé par l'armée américaine dans les années 90 pour stipuler justement l'imitation profonde de notre monde. Tout simplement, VICA voulant signifier V pour volatile. Ce qui était acquis hier ne l'est plus aujourd'hui. On pensait que le pétrole, on en aurait pour à l'infini. Et on se rend compte que nous entrons dans un monde de ressources rares. I pour incertitude. Ce qui était valable pour une organisation ne l'est plus forcément pour une autre. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait tendance à faire du copier-coller et ça marchait très bien. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est pour complexité, les réalités qui semblaient évidentes relèvent d'univers plus complexes, à savoir notamment au travers d'écosystèmes. Et enfin, ambigu parce que effectivement, là aussi, la réalité qu'on avait tendance à voir de façon monolithique doit être abordée avec la partie visible et la partie invisible. Alors ce concept VICA, s'est très rapidement diffusé dans les organisations publiques et privées qui elles-mêmes se sont retrouvées à évoluer dans des mondes VICA. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles se sont retrouvées à évoluer dans une économie internationale, interconnectée, une sorte d'écosystème géant dans lesquels tous les flux sont accélérés et où un concurrent peut arriver du jour au lendemain et transformer toutes les règles de marché existantes. Un concurrent ou une nouvelle réglementation ou une nouvelle façon de faire. Évidemment, si le monde VICA a impacté de façon structurelle la manière dont les organisations menaient leur activité économique, par voie de conséquence, les organisations ont dû adapter leur stratégie d'innovation et leur pratique innovation. Alors pour résumer, voire caricaturer, évidemment, vu le temps imparti ensemble, on est un petit peu obligé de caricaturer certaines situations. Pour caricaturer, auparavant, les organisations pour innover allaient voir leur centre de recherche et développement et leur demandaient, trouve-moi le produit de demain. Et une fois que le centre de R&D avait réfléchi, ils allaient immobiliser en interne les autres équipes pour élaborer un concept un peu plus abouti, tout en se comparant à leurs concurrents pour voir comment se positionner. Et enfin, ils passaient le projet au marketing qui était chargé de différencier le produit sur le marché et de le vendre.
avec un produit qui devait permettre de nourrir l'avantage compétitif de l'entreprise, à savoir sa différenciation, souvent établie pour une durée de 3 à 5 ans. Ça, c'était avant, pour reprendre l'expression et le slogan d'une certaine publicité. Après le monde VICA, l'innovation a changé, les pratiques ont changé, puisqu'elles sont désormais sous-tendues par une logique de reconfiguration permanente. Et pour vous résumer de façon très rapide les éléments principaux sur lesquels je vais revenir après de façon plus concrète, l'innovation aujourd'hui, elle est forcément c'est-à-dire qu'elle doit forcément s'ouvrir vers les clients. Je parle de clients au sens large. Elles doivent également s'élaborer avec les parties prenantes de l'écosystème pour développer des solutions collaboratives et plus pérennes. Elle doit intégrer évidemment la responsabilité. C'est pas uniquement l'éco-conception ou l'innovation éco-conçue, mais c'est également ce que reprend les éléments de la norme, notamment ISO 26000, qui encourage justement à développer des politiques d'innovation et des pratiques d'innovation plus responsables au sein des entreprises. Et puis, comme je l'évoquais précédemment, évidemment, l'accélération, elle vaut pour les flux d'informations quels qu'ils soient, mais aussi sur la rentabilité. Accélération de la rentabilité, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire pression sur les coûts, et ça veut dire qu'il faut apprendre à faire mieux avec moins. Dernière dimension, je dirais, que de ce nouveau visage de l'innovation, c'est que jusqu'à présent, les entreprises, les organisations, elles arrivaient à développer des avantages concurrentiels différenciants sur des durées de 3 à 5 ans. Et aujourd'hui, je reprends la terminologie employée par une chercheuse américaine de la Columbia Business School qui, après différentes recherches, nous explique que justement l'avantage concurrentiel durable c'est terminé, qu'aujourd'hui les entreprises doivent développer des avantages concurrentiels transitoires. Évidemment, ça a un impact énorme en termes de réflexion d'innovation. Pourquoi ? Concrètement, ça veut dire que les entreprises aujourd'hui doivent réfléchir avec un système de lab interne en permanence sur les nouveaux projets, les nouvelles solutions à mettre en place. Et c'est ce que j'illustre avec le mot bêta et cette notion d'expérimentation dont on a déjà, vous avez déjà certainement entendu beaucoup parler hier et ce matin également, pour apprendre en permanence, réajuster les solutions permanentes. Et enfin, dernier élément qui est extrêmement important dans ces nouvelles logiques, c'est qu'auparavant, vous l'avez compris, on partait de la recherche et développement, de l'innovation technologique pour résumer, et après on regardait ce que ça pouvait permettre de développer comme nouvelles solutions. Aujourd'hui, l'innovation technologique, elle arrive plus comme catalyseur, elle arrive après avoir réfléchi aux solutions, à la pertinence des nouvelles solutions qui pouvaient être proposées, et après on évalue effectivement, ou quand je dis après, en tout cas en parallèle, différentes technologies possibles qui vont soit permettre de lancer les projets plus rapidement ou qui vont être les plus pertinents. Alors vous me direz, la première question qui peut se poser, c'est effectivement, du coup, comment on peut faire pour réduire cette incertitude qui modifie complètement la donne et les stratégies d'innovation et comment faire pour innover dans un monde VICA. Les organisations qui ont commencé à adopter ces stratégies, en fait, ont renversé leur approche en changeant la question. Et au lieu de se demander comment réduire l'incertitude, c'est pas possible, puisque de toute façon, il est complètement illusoire de vouloir tout maîtriser, tout savoir pour pouvoir agir et commencer à lancer de nouveaux projets, de nouvelles solutions. Donc la question que ces organisations se posent est plutôt et si on utilisait l'innovation pour mieux innover ? Et si on faisait avec, pour parler plus simplement ? Et pour intégrer l'incertitude, ça nécessite également un changement de paradigme, ça nécessite de penser autrement. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser, on ne peut plus utiliser les mêmes grilles de lecture que celles qu'on utilisait même il y a encore 3 ans. Et pour penser autrement, il faut voir autrement. Et ça, tout le monde peut le faire.
fameux Yes You Can. Ça commence avec vous en tant que manager et en tant que cadre dirigeant. Et ce que je vais vous proposer de partager ensemble, ce sont les 3 pistes, les 3 axes de perception différents qui peuvent permettre justement d'intégrer l'incertitude et de mieux innover dans un monde VICA. Alors attention, je souhaite rajouter évidemment un élément essentiel, c'est que moi je ne suis pas là pour donner des leçons, je ne suis pas là pour dire il faut tout faire, je suis là pour vous dire, je suis sûre que dans les pistes que je vais citer, il y en a que vous faites déjà. Et c'est ça aussi qui est intéressant par rapport aux 3 axes que nous allons partager tout de suite ensemble. Alors pour penser autrement, déjà la première étape c'est comment vous voyez vous-même en tant que manager. Alors, vous allez voir, hein, moi j'ai un peu l'art de la simplification de la dichotomie, hein, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. En présentant à chaque fois un peu le monde avant VICA et après VICA. Donc à gauche, la question c'est est-ce que vous voyez plutôt comme un manager assembleur de puzzles? Et donc le problème quand effectivement on peut développer ce type de perception de soi-même, c'est qu'au dernier moment, s'il vient à manquer une pièce, budget réduit, personne malade ou équipe réaffectée sur un autre projet plus urgent, eh bien effectivement le manager peut se trouver au dépourvu. Ou alors, deuxième option possible, à droite, le manager qui se voit plus comme un spécialiste du patchwork. Alors qu'est-ce qu'il fait de différent, ce spécialiste du patchwork? Eh bien il va utiliser les ressources disponibles à sa disposition et les utiliser pour atteindre son objectif. Donc concrètement, ce manager ne va jamais se retrouver dépourvu puisqu'il aura intégré cette forme d'agilité et d'utilisation de ce qui est pour pouvoir trouver des solutions. Deuxième axe de perception, après moi, c'est les autres, évidemment. Comment voyez-vous les autres? Donc là aussi, 2 images un peu simplistes. À gauche, un petit dessin qui présente 2 collaborateurs qui essayent vainement de trouver des idées. Hein, apparemment, c'est compliqué. Donc, effectivement, est-ce que vous voyez plutôt vos collaborateurs comme ayant du mal à trouver des idées, ou en tout cas, s'ils avaient pour reprendre une phrase un peu classique, s'ils avaient des idées, ça se saurait. Il ferait déjà mieux de finir les projets, de développer leurs compétences. C'est ce que j'appelle la culture du déficit. Et là, je ne suis pas dans le jugement et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce qu'on est tous formés, on est dans un pays, on est formé à la culture du déficit. Hein, on est au pays des cartes, au raisonnement logique. Et donc, nous, on est formés pour chercher les problèmes qui existent et les résoudre. D'accord? Et à partir du moment où on est formé pour chercher les problèmes, on a plutôt tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas pour résoudre plutôt que ce qui va bien. Donc ça, c'est effectivement une démarche tout à fait normale. Et puis à droite, une deuxième image qui représente de façon synthétique, une espèce de façon abstraite. Alors c'est pas du Kandinsky, mais un espèce de soleil, en tout cas une lumière rayonnante. La deuxième question qui se pose, c'est est-ce que vous pouvez également voir les collaborateurs. Et là, je vais emprunter une expression de Philippe Gabillet, qui est chercheur en management à l'ESCP. Est-ce que vous les voyez dans leurs ressources ou comme une ressource? La différence, évidemment, c'est que si vous les voyez dans leurs ressources, vous les voyez dans leur capacité à trouver, à faire par eux-mêmes. Et là, c'est ce que j'appellerais plutôt le management par la confiance a priori, par la bienveillance, et la confiance dans l'intelligence individuelle et collective. Donc, sujet qui a déjà certainement été abordé largement hier. Et donc, évidemment, en termes de management, ça veut dire que ça ne remet pas en cause mon rôle de manager, mais ça le modifie. Ça veut dire que je garde la vision, mais je vais laisser des espaces de liberté, d'autonomie, pour que mes collaborateurs puissent développer leur côté créateur, trouveur de solutions. Troisième axe de perception, c'est la façon dont vous voyez le monde. Et là, je vais utiliser 2 images extrêmement connues, mais évidemment, si je les partage avec vous, c'est que je ne vais pas forcément les commenter de la même façon que d'habitude.
À gauche, c'est le monde du ou le monde du raisonnement par dualité, qui est très fréquemment illustré avec cette métaphore, cette image qu'on appelle image ambiguë, le vase de Rubin. Qui fait que tous, la première fois quand on est confronté à cette image, notre cerveau voit soit un vase blanc, soit deux visages. Pourquoi ? Tout simplement parce que le cerveau n'aime pas l'inconnu. Et quand il est devant une forme ambiguë, quelque chose qu'il ne connaît pas, il va aller chercher en fonction de, je dirais que notre boîte interne, ce qui fait sens. Et il va dire, tiens, c'est un vase blanc, si j'adore le blanc, ou au contraire, si je préfère les formes des deux visages, il va nous dire c'est deux visages. Par extension, c'est la même chose avec le raisonnement. Ça, c'est le mode de raisonnement dans des univers simples, environnements simples, avec résolution de problèmes simples. La réponse, c'est soit le vase blanc, ou soit les deux visages. Le problème que pose ce raisonnement, c'est quand on rentre dans le monde VICA. Et là, je vais parler très concrètement, parce que là, je parlais d'économie interconnectée. Le monde VICA, vous le vivez au quotidien tous, évidemment. La complexité, vous la vivez au quotidien. La complexité, c'est quoi concrètement ? Il faut gérer des projets court terme et long terme. Il faut prendre en compte l'individu et l'équipe. Il faut que je prenne des risques tout en bordant les risques. Il faut que je maintienne la stabilité, mais il faut aussi que je fasse évoluer. Et enfin, il faut que je maintienne ma mission de santé publique et que je développe la notion de performance économique, etc., etc. Et si dans un monde VICA, je continue à raisonner par dualité, ça veut dire que je vais apporter une réponse. Là, j'ai court terme et là, j'ai moyen terme. Ça veut dire que je vais dire, je propose une solution court terme. Dans un monde VICA, les solutions durables ne peuvent que intégrer à la fois le vase et les deux visages. Doivent permettre de développer des solutions systémiques. Et pour développer des solutions systémiques, je vais faire appel à une deuxième image qui incarne évidemment 2500 ans de philosophie chinoise et pour être plus précise taoïste, la figure du yin et du yang. Pourquoi faire appel à cette célèbre image ? Tout simplement parce que la philosophie chinoise a compris et interprète depuis bien plus longtemps que nous la complexité du monde au travers de dualités interdépendantes et complémentaires. À savoir avec non pas des séparations brutes, mais effectivement un mouvement et une dynamique. Le monde est représenté par, je dirais cette notion de noir et blanc peut incarner le jour, la nuit, l'homme, le féminin, le masculin, etc., etc. Avec une dynamique entre les deux, comme l'indiquent les formes courbes. Alors là, vous allez me dire, oui, alors super intéressant le voyage du côté de la Chine. Concrètement, comment je l'utilise au quotidien ? Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus loin par rapport à cette image et de faire appel à un chercheur en ressources humaines américain qui s'appelle Barry Johnson et qui s'est fortement intéressé évidemment à cette logique de raisonnement en monde complexe et qui s'est posé la question, comment utiliser ce raisonnement pour aider les organisations à développer des raisonnements plus pérennes, systémiques, plus créatifs. Et donc, c'est ce que je vous propose de partager tout de suite, avec deux dualités interdépendantes et complémentaires que sont la stabilité et le changement. Ce que nous explique Barry Johnson, pour aller un petit peu plus loin et rentrer dans le détail de cette figure, c'est un petit peu comme si chaque polarité disposait justement d'un pôle positif et d'un pôle négatif, comme une pile. Et là, je vous propose de suivre le mouvement qui s'opère pour bien comprendre comment je peux appliquer cet outil d'un point de vue managérial, réflexion managériale et stratégique. Donc, ce que nous explique Barry Johnson, donc là, je prends le pôle de stabilité. Les bénéfices de se focaliser sur cette stabilité avec une équipe, c'est effectivement de maintenir la continuité, voire de nourrir les valeurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un moment, quand on reste trop dans la stabilité, il y a un point de bascule. Le point de bascule, donc là, j'en ai pas cité de point de bascule concret, mais en tout cas, fait que on va tomber vers le pôle, on va aller vers le pôle négatif, qui là va nous emmener plus vers la stagnation, voire le fait de manquer des opportunités.
Et si je reste trop là, ce qui se passe, j'ai une sorte d'appel d'air qui se fait et qui m'invite à aller chercher de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités. Et quand je suis là, si je suis trop dans tout le temps, allez, il faut faire du nouveau, là, il faut y aller, il faut changer, et bien là aussi, le point de bascule, le trop de va impliquer le point de bascule vers le pôle négatif, la rupture et le chaos. Le désordre. Trop de choses nouvelles en même temps, difficile à gérer. Et là, ce qui va se passer, l'appel d'air, il va se faire automatiquement vers une attente de plus de stabilité. Cette matrice permet d'expliquer très simplement pourquoi la plupart des programmes de changement, rien que dans leur communication, sont des échecs dès le départ. Rien qu'en termes de communication. Le management, quand il parle d'un nouveau projet, il parle en suivant cet axe. Ça va pas, faut changer. Je caricature, hein, c'est mon rôle, je suis désolée. Voilà. Et puis les collaborateurs, ils sont là. Attends, ça fait 5 ans là qu'on fait ça, puis ça marche quand même pas si mal que ça. Hein ? Tu nous emmènes là ? Non, non, non. Ok ? Cette matrice, en fait, ça permet de réfléchir ensemble, de développer une intelligence, déjà d'élargir le champ de vision pour que tout le monde partage la même situation. Il y a du positif, il y a du négatif dans tout. Ok ? Et ensuite, c'est de réfléchir ensemble à comment on peut maintenir les bénéfices des 2 dimensions. Et c'est là où l'outil devient extrêmement puissant et extrêmement riche, à la fois en termes de solutions produites. Il permet de développer des réflexions profondes, créatives, différentielles, portées, partagées par tous et ensuite portées par tous. Donc là, je viens de faire le tour de déjà les 3 axes de perception que je peux avoir de moi-même en tant que manager. Ce que je vous propose de partager maintenant, c'est 3 pratiques différentes. Des organisations qui, justement, ont intégré l'incertitude dans leur stratégie d'innovation, dans leur mode de fonctionnement. Première pratique, alors je vous ai expliqué, hein, vous avez vu, j'aime bien les petites images, je vous propose de partager une bande dessinée qui est extrêmement connue ici, mais que je vais aussi commenter de façon un petit peu différente. Ça s'appelle la saga de la balançoire et ça représente le développement d'une nouvelle balançoire. Univers très éloigné du vôtre, bien sûr, mais je vous rassure, les conclusions nous permettront de revenir à notre sujet. Donc là, je vais commencer par marketing. Il a analysé les besoins clients. Il a analysé les besoins clients et puis il a compris que le client voulait quelque chose de très différent. Okay. Il a compris, différent, on va proposer une balançoire, c'est génial, avec 3 planches. Ça va être différenciant. Donc le marketing présente sa balançoire au management qui dit, le management dit, ok, le marketing, on a compris que le chiffre 3 était important pour vous. Nous, on regarde quand même un peu le ROI du projet, donc on va vous laisser 3 attaches, parce que ça revient quand même un peu moins cher. Le management passe le projet au designer, puis le designer qui voit arriver les projets du management en se disant « au secours », on va leur rajouter un petit effet style quand même, hein, parce que là, c'est à pleurer, ces modèles de balançoire. Les designers envoient le projet à l'usine. Alors l'usine qui lève les yeux au ciel en voyant arriver le projet et qui dit, d'accord, les designers, ça fait 10 ans, ils n'ont toujours pas compris que nous, on utilisait les mêmes machines qui fabriquent des planches avec des trous à 1 cm de chaque côté et eux, ils veulent qu'on change tout le parc de machines pour un nouveau projet complètement incertain. Non, on va utiliser nos planches, mais on va leur faire plaisir, on va mettre des attaches un peu plus larges, on va garder l'esprit style. Et donc, je vous montre le produit final installé chez le client. Donc, c'est génial puisque le fabricant a pu en même temps vendre des accessoires complémentaires pour être sûr que le client puisse installer sa balançoire à l'arrivée dans son jardin. Voilà. Et voilà, ce dont le client rêvait, il avait dit, nous, on aimerait une balançoire un petit peu différente, plus naturelle, qui s'intègre dans le jardin. Alors, quel est l'intérêt pour nous en termes de pratiques différentes de cette petite bande dessinée ? C'est que ce mode de fonctionnement séquentiel, c'est fini dans un monde VICA. C'est fini pourquoi ? Ça, c'est 6 mois de développement. Je parle d'un produit, mais c'est pareil pour les gros projets. D'accord ? C'est 6 mois de développement, 6 mois d'investissement, 6 mois d'erreur, avec un produit, un flop à l'arrivée. Donc aujourd'hui, ce que font les entreprises, c'est dès le démarrage du projet, je mets une équipe pluridisciplinaire ensemble dès le début. C'est diversité, même si on n'est pas d'accord,
c'est mieux de le savoir et de réfléchir ensemble dès le départ, plutôt que d'avoir le juriste qui arrive au dernier moment. Je m'excuse s'il y en a un dans la salle, j'ai rien contre les juristes, qui arrive au dernier moment, qui dit « Attends, là, ça va pas passer, il faut revoir 3 mois en avant ». Tout le monde dans la salle en même temps, justement. Parce que toutes les recherches en neurosciences et en sciences cognitives, notamment celle du MIT, démontrent que il ne suffit pas forcément d'avoir les experts les plus brillants dans l'équipe, mais d'avoir en tout cas une personne représentante de chaque département pour réfléchir ensemble dès le départ, pour aller plus vite, pour maintenir l'énergie et pour faire appel à cette fameuse intelligence individuelle et collective. Je pense que hier, vous avez dû en entendre parler, 80% des idées viennent des personnes qui travaillent au quotidien sur les projets, qui connaissent déjà, qui ont déjà cette intelligence de situation à partager. Donc ça, c'est le premier élément. Autre pratique différente, toujours une petite bande dessinée, hein, désolé. Mais au moins ça permet de tout de suite poser le cadre. Donc une petite bande dessinée sur laquelle on voit un manager qui a réuni son équipe et puis qui dit voilà, pourquoi avons-nous échoué? Je vous rappelle qu'il n'y a rien de pire que la critique non constructive. Bon, alors je vous propose de partager les scénarios possibles par la suite. Si vous avez des idées, qu'est-ce qui peut se passer? Toutes les idées sont bonnes. Voilà, c'est une possibilité. Personne ne dit rien. Alors, dans 99% des cas, ce qui va se passer, c'est que pendant un temps, effectivement, les gens vont se taire. Et puis ensuite, tout le monde va commencer à se rejeter la faute les uns sur les autres. Alors, en anglais, ils appellent ça le brainstorming. En français, on appelle ça, repasser la patate chaude. Enfin, voilà, toutes les expressions, ou en tout cas l'art de rejeter la faute sur les autres. Alors là aussi, je ne suis pas dans le jugement. Je ne suis pas dans le jugement, pourquoi? C'est humain, pour 2 raisons. Personne, moi, Marianne, je travaille dans un des hôpitaux, de vos hôpitaux, sur un gros projet ou dans un de vos organismes de santé. Je n'ai pas envie d'être identifiée comme celle qui est responsable du plus gros flop de l'année. C'est assez normal. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que, évidemment, aujourd'hui, même sur certains petits projets, il n'y a plus aucun projet qui n'est pas complexe. Complexe dans le sens où il ne fait pas appel à des partenaires, à un écosystème qu'il faut mobiliser. Donc dans la chaîne de valeur, qui est vraiment totalement responsable? Tout le monde et personne. Donc ça, c'est ce que j'appelle le monde du problème. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on va s'enfoncer dans le monde du problème, le monde du pourquoi. Le pourquoi, quand il est utilisé avec le nous, le on et une formulation négative, en innovation, la sémantique a énormément d'importance. On rentre dans le monde du problème et on s'enfonce. Mais on n'a toujours pas la solution. Et voire à la fin, tout le monde s'est tapé sur... en tout cas, on s'est invectivé fortement. Et là, le monde du pourquoi, vous l'avez toujours, tous les jours, hein, tout le monde. Pourquoi ils ne nous écoutent pas, là, à la direction? Et pourquoi les patients, je n'ai pas compris qu'il fallait passer par tel couloir? Et pourquoi l'équipe, ils sont toujours 10 minutes en retard, cette équipe, ils sont toujours 10 minutes en retard en réunion? Moi, c'est ce que j'appelle les pourquoi qui font du bien, mais qui servent à rien. On reste dans le monde... pourquoi? Donc, on reste dans le monde du problème, il ne se passe rien. Donc, les équipes qui justement, développent des approches plus proactives, plus agiles, vont transformer les problèmes en objectifs à atteindre et vont changer la formulation des problèmes pour les transformer en objectifs à atteindre avec le comment faire pour. Et attention, transformer un problème en objectif, c'est pas être dans le monde du déni. Si j'arrive dans une équipe et puis j'ai juste besoin de dire on a 10% du projet, je pense que tout le monde dans la salle est capable de comprendre que on a été mauvais. Pas forcément de dire mais pourquoi on a été mauvais. Le comment faire pour fait que, évidemment, on a tous des cerveaux extrêmement intelligents. Et je pense que dans la salle, je m'adresse à des experts qui s'y connaissent certainement 10 fois plus que moi. En fait, chacun va passer la raison qu'il a identifiée, le problème qu'il a identifié, il va tout de suite le passer en mode solution. Si je pense que moi, Marianne, le projet, on l'a planté parce que y a tel service qui a été en retard pour donner telles informations, et du coup, au lieu de dire « Ah, c'est eux, c'est de leur faute », je vais dire « Ok ». Ça serait bien qu'on puisse leur donner un planning. On se prévoit un rétro-planning avec 15 jours avant pour être sûr d'avoir les données à temps.
Donc le monde du comment faire pour, qu'est-ce que ça permet de développer? L'autonomie, la responsabilité de chacun. Au-delà et de nourrir évidemment l'intelligence individuelle. D'accord? Ça c'est le premier point. Et d'où ça sort? D'où ça sort ce raisonnement? Ça sort d'un univers que vous connaissez également mieux que moi, hein, prouvé appliqué au départ dans les thérapies brèves, avec un certain Paul Václavic qui a démontré que pour changer, on n'avait pas forcément besoin de s'approprier les causes, et surtout dans un monde complexe. Donc ça, c'est deuxième pratique de questionnement. Et enfin, l'expérimentation. On en a beaucoup parlé. L'expérimentation, donc là j'ai repris une image qui vous est familière, des prouvettes, etc. Et puis j'ai cité, on voit la première de couverture d'un livre d'un certain monsieur Chris Anderson, qui est un des gourous, j'aime pas trop le terme, en tout cas un des spécialistes de l'innovation au niveau international, et donc qui a édité un livre qui s'appelle Makers, la nouvelle révolution industrielle, et qui nous parle des imprimantes 3D. Ces nouvelles imprimantes qui permettent de fabriquer chez soi des objets à l'unité. Je prends un exemple. L'été dernier, pour reprendre un exemple plutôt issu de votre univers, à Rennes, il y a un jeune homme qui s'est fabriqué sa prothèse de main grâce à une imprimante 3D. Hein. C'est un exemple, mais il y en a évidemment plein d'autres. C'est cette notion d'expérimentation, de prototypage permanent. C'est-à-dire que les organisations qui travaillent en équipe, pour aller plus vite, pour apprendre plus vite, on parlait de droit à l'erreur, on peut se tromper, mais le problème c'est de rester trop longtemps dans l'erreur. Et donc le prototypage permet de faire réagir très rapidement en interne ou des parties prenantes et de réajuster et d'aller vers une solution plus pertinente. Alors prototypage, attention, là je parle de l'imprimante 3D. Moi j'aime bien les choses simples et ce qu'on peut appliquer tout de suite. C'est un dessin, ça suffit aussi. Surtout quand on est sur des projets. Un dessin, ça permet déjà de rendre visible l'invisible. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour des personnes de réagir, de pouvoir dire « moi, je verrai les choses plutôt comme ça ». Donc un dessin, une petite vidéo. Tiens, là, c'est pour améliorer tel parcours. On a fait une simulation de vidéo. Ça parle beaucoup plus facilement à tout le monde. Donc ça, c'est le principe de « j'apprends plus vite ». Je peux me tromper, droit à l'erreur, mais je développe cette agilité et j'apprends plus vite. En conclusion, et pour résumer un petit peu tout ce que je viens de partager avec vous, oui, manager l'incertitude, c'est possible et c'est une opportunité pour vraiment nous réinventer, mieux innover. Pourquoi mieux innover? Parce que c'est plus d'humain finalement. Du coup, on fait tous plus appel à notre intelligence, aux hommes. Parfois notre bon sens même. Je sais que ça peut paraître bizarre d'utiliser ce mot-là, et peut-être un peu paradoxal, mais oui. Se refaire plus confiance en notre propre intelligence. Et puis plus d'agilité. Cette capacité à s'adapter en permanence. Et pour résumer cette capacité à s'adapter en permanence, alors, vous l'avez vu, j'ai tendance à être quand même très dichotomique. Donc à gauche, j'ai résumé l'approche classique d'innovation, on va dire avant le monde VICA. Et puis la nouvelle approche, qui est plus une approche agile. Et par analogie, une approche surf. Et j'aimerais citer notamment, issu du livre de Joël de René, Surfer la vie. Je ne sais pas si certains l'ont lu dans cette salle, mais qui explique exactement notre problématique actuelle. Le surf est un des sports qui s'opère sur un terrain mouvant et qui est en mouvement dans le mouvement. C'est-à-dire que je suis sur une vague, j'ai une trajectoire et ensuite je dois ajuster ma position en permanence. C'est exactement ce contexte-là dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc de façon très simple, les différences, si je devais résumer les différences entre les stratégies d'innovation hier et aujourd'hui, avec l'incertitude, ce monde VICA entre les deux, on est un peu passé du je pense au nous, de sujets connus qu'on pouvait dupliquer, répliquer, adapter à des sujets plus complexes et incertains, effectivement. Auparavant, on avait plutôt tendance à décomposer pour analyser. Aujourd'hui, il s'agit d'élaborer à partir de ce qui est. Auparavant, on était également plutôt sur des solutions uniques.
Là, la matrice des polarités dont j'ai parlé tout à l'heure montre qu'il s'agit plutôt d'élaborer des chemins possibles et en fonction du contexte, de choisir un chemin et de se garder peut-être les autres solutions pour la suite des projets, avec des étapes de convergence et divergence répétées. Convergence et divergence, on en a déjà parlé ce matin, cette capacité à ouvrir déjà la réflexion. Et si on faisait autrement? Et puis petit à petit, avec le prototypage, de regarder ce qui est le plus pertinent. Auparavant, les hypothèses, elles étaient plutôt validées par le client, interne ou externe et client au sens large. Aujourd'hui, elles sont plutôt inspirées par le client et co-créées avec le client. Ça ne veut pas dire qu'on prend tout ce que le client dit, mais on l'intègre en tout cas dans cette démarche. Avant, on cherchait plutôt à contourner les contraintes. Aujourd'hui, on est obligé de les intégrer parce que les contraintes, celles que j'ai réussi à éliminer aujourd'hui, il y en a une autre qui va arriver demain. Ce qui incite, au lieu de minimiser les risques, à embrasser le risque. Ce qui relevait de la transaction hier, aujourd'hui, relève de l'expérience. Alors, c'est quoi la différence? L'expérience, elle fait appel, elle introduit la notion d'intelligence émotionnelle. Ce que je pense... pour rester sur la notion de client, ce que je peux penser, ce que je peux ressentir, ce que je peux dire, et pas uniquement l'échange en tant que tel entre A et B. Avant, on était plutôt sur de l'analyse fouillée du rapport. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être synthétique, c'est la capacité à appréhender le réel et à faire ressortir les éléments, en marketing, on appelle ça les insights, un mot-clé, un mot anglais, pardon, un peu difficile à traduire en français, mais en tout cas, les aspérités dans cette réalité qui me font dire que sur lesquelles je vais m'appuyer pour élaborer une solution. Et donc, format synthétique avec un prototype pour mieux partager. Avant, on était dans le faire plus de. Le faire plus de, c'est bien, mais à un moment, on arrive tous en concurrence frontale. La valeur ajoutée, elle est où? Elle est, je te rajoute un gimmick sur mon produit ou sur mon service, et la valeur ajoutée est limitée. Aujourd'hui, ça nous permet de développer cette approche, un objectif d'innovation à vraie valeur ajoutée, positive et inclusive. Inclusive, pourquoi? En tenant compte de l'écosystème, je dirais, de notre planète, et puis en essayant d'intégrer le plus de personnes possible dans ces réflexions-là.